Bonjour et bienvenue pour un nouveau format sur ma chaîne que j'ai nommé Histo Tarot. Alors ça fait longtemps que j'avais ce projet dans mes tiroirs, mais comme vous pouvez le constater, j'ai déposé une marque auprès de l'INPI, donc ça a pris du temps. Histo Tarot, qu'est-ce que c'est? C'est un concept que j'ai créé et qui allie deux de mes passions, qui sont l'histoire et le tarot. Si vous ne le savez pas, j'ai fait des études d'histoire, donc j'ai un master en histoire et patrimoine, et ça me tient vraiment à cœur de vulgariser cette matière pour la rendre plus fun et accessible. Et c'est ce que je souhaite faire à travers ces épisodes. Mon approche, c'est de vous présenter un personnage historique en l'associant à une carte de tarot. Alors l'idée, ce n'est pas de retracer toute l'histoire d'une personnalité, parce que ce serait bien trop long, mais de dresser un portrait pour lui associer une carte de tarot. Parce que bien sûr, je trouve que beaucoup de personnages de l'histoire du monde se retrouvent dans les énergies de chaque carte, et j'avais très envie d'associer les deux. Comment se dérouleront ces vidéos? Alors, dans une première partie, on parlera de l'histoire de ce personnage, donc pour plonger dans sa vie et sa personnalité, et ensuite, grâce à ça, dans une deuxième partie, je vous expliquerai quel arcane de tarot je lui associe et pourquoi, et enfin, je terminerai par une proposition de tirage pour voir quelles leçons on peut tirer de la vie de cette personne pour s'en inspirer dans nos vies aujourd'hui. Voilà pour l'introduction, c'était un petit peu long mais c'est pour bien vous expliquer le concept une fois et ce sera plus court pour les prochaines vidéos. Je vous mettrai également toutes les sources que j'ai utilisées pour réaliser cet épisode dans la barre d'infos. La première personnalité que j'ai choisi de vous présenter, c'est Élisabeth Ier, dite la Reine Vierge. C'est l'une des personnes qui me fascine le plus, donc naturellement je souhaitais commencer par elle. Voilà, c'est complètement subjectif. On commence tout de suite par la première partie et on va parler de sa naissance et de son enfance. C'est parti. Nous sommes en Angleterre au XVIe siècle, en 1533 plus précisément, car c'est l'année de la naissance d'Élisabeth, fille du roi Henri VIII et d'Anne Boleyn. On aura d'ailleurs l'occasion de reparler de ses parents, qui sont aussi des personnes très intéressantes à étudier sous l'angle du tarot. Elle naît le 7 septembre 1533 à Londres. Alors parenthèse rigolote, son signe astrologique solaire c'est la Vierge, comme le surnom qu'elle se donnera de son vivant. Voilà, je trouve que c'est assez drôle comme coïncidence et je voulais vous la partager. Parenthèse refermée. Anne Boleyn, la mère d'Élisabeth, est vite répudiée par Henri VIII et elle meurt exécutée sur les ordres du roi en 1536, alors qu'Élisabeth a seulement 2 ans. C'est le premier événement marquant dans sa vie, et pour vous expliquer brièvement le contexte, son père Henri VIII aura plusieurs épouses et donc plusieurs enfants issus de ses différents mariages, ce qui rend la question de la légitimité au trône assez délicate et fluctuante. La petite Élisabeth reçoit une éducation soignée dite humaniste. Alors qu'est-ce que ça veut dire humaniste? À l'époque de la Renaissance, il y a une forte résurgence des textes antiques latins et grecs qu'on associe à l'époque à un véritable mode de vie et de pensée qui s'appuie sur ces philosophies anciennes. Et on l'oppose à ce qu'on appelle l'éducation scolastique, c'est-à-dire dispensée par l'Église. Je ne rentre pas dans les détails, mais c'est pour que vous compreniez l'idée de ce qu'est une éducation humaniste et qui n'a rien à voir avec l'utilisation du terme qu'on en fait aujourd'hui. Elle connaît le grec, le latin, le français, l'espagnol et l'italien. C'est une jeune fille qui se révèle très intelligente et qui est décrite d'ailleurs par ses précepteurs comme étant précoce et très vive d'esprit. Elle a été initiée à toutes les branches du savoir de l'époque et elle a une facilité pour les langues étrangères. Un de ses enseignants, Roger Ascham, expliquera d'ailleurs dans ses mémoires qu'elle est une des femmes les plus cultivées de sa génération, rien que ça. Mais la jeunesse d'Élisabeth se révèle difficile. D'abord reconnue par Henri VIII, son père, comme princesse héritière, elle est peu de temps après déclarée illégitime à la naissance de son demi-frère Édouard, parce qu'Henri VIII souhaitait un fils pour lui succéder. Je vous rappelle que la loi salique n'existe pas en Angleterre, une femme pouvait tout à fait diriger un royaume, à l'inverse de la France par exemple. Elle est donc reléguée loin de la cour anglaise avec son autre demi-sœur Marie, qui seront finalement réintégrées dans l'ordre de succession par leur père quelques années plus tard. À la mort d'Henri VIII en 1547, c'est Édouard qui monte sur le trône à 9 ans sous le nom d'Édouard VI. Il ne régnera jamais tout seul, puisque c'est un conseil de régence qui est désigné pour diriger le royaume jusqu'à sa majorité,
qu'il n'atteindra malheureusement jamais, puisqu'il meurt à l'âge de 15 ans en 1553. Après une crise de succession dont je vous passe les détails, c'est donc la demi-sœur d'Élisabeth, Marie, qui monte sur le trône sous le nom de Marie Ière, dite Marie la Sanglante. Si les deux filles s'entendaient plutôt bien jusque-là, ça ne va pas durer longtemps. Élisabeth et Marie deviennent vite rivales, entre guillemets, pour des raisons religieuses. Marie est une fervente catholique, tandis qu'Élisabeth a été élevée dans la foi protestante. Et il y a de nombreux hauts responsables qui souhaitent qu'Élisabeth règne sur l'Angleterre pour rester fidèle à la foi protestante de ses prédécesseurs. La reine Marie en a bien conscience et elle va se méfier toute sa vie de sa demi-sœur. Elle la fera emprisonner un temps à la Tour de Londres, puis la mettra à l'écart à Hatfield Palace jusqu'au décès de Marie en 1558, qui meurt sans enfant, donc sans héritier. Troisième dans l'ordre de succession de son père, c'est donc Élisabeth qui accède au trône en novembre 1558. Elle a 25 ans, ce qui n'est pas spécialement jeune pour un souverain à l'époque. Le peuple est ravi de son couronnement. Pourquoi on prend le temps de découvrir la jeunesse de la reine Élisabeth ? Eh bien, c'est pour comprendre ce qu'elle a pu traverser avant de devenir reine et aussi essayer de comprendre sa personnalité. On voit bien qu'elle a eu une enfance difficile, marquée par la mort de sa mère très jeune, la répudiation de la part de son père, le décès de son demi-frère, puis celui de sa demi-sœur, son emprisonnement, la volonté de l'écarter plusieurs fois de la cour, etc. Certes, elle est censée être l'héritière du trône à sa naissance en tant que princesse, et pourtant elle vivra des périodes très compliquées et elle sera ballottée plus ou moins jusqu'à son accession au trône. Et donc, sans vouloir jouer les psychologues de comptoir, on peut facilement imaginer que toutes ces épreuves lui forgent un caractère très marqué et affirmé pour son jeune âge au vu de tout ce qu'elle a traversé. Elle a beaucoup souffert pendant son enfance des péripéties du règne de son père et de cette jeunesse. Élisabeth en a gardé beaucoup de cicatrices et ses contemporains la décrivent comme méfiante et hésitante à se confier, ce qu'on peut tout à fait comprendre. La première chose qui préoccupe un souverain, d'autant plus un Tudor, et les membres du gouvernement, c'est bien évidemment la question du mariage et donc de la descendance. Il faut savoir qu'Élisabeth aura des prétendants tout au long de son règne. Elle refusera toutes les demandes en mariage en expliquant elle-même à maintes reprises qu'elle souhaite rester vierge. De là est né son surnom de reine vierge. Ce culte de la virginité s'explique pour des raisons politiques, avec cette volonté de ne pas se marier pour ne pas avoir un mari qui viendrait lui enlever son autorité et sa légitimité. Et il pourrait également y avoir une autre explication. Alors là, attention, je vais parler de violence et d'abus, donc si vous êtes sensible, passez les prochaines secondes de cette vidéo. On sait qu'elle a failli être abusée quand elle avait environ 14 ans par un certain Thomas Seymour. On ne sait pas exactement jusqu'où c'est allé, mais c'est une affaire qui a été révélée de son vivant. On a des documents écrits qui relatent cette affaire. Et donc on peut bien évidemment comprendre que ça l'ait marquée, qu'il ait pu avoir un traumatisme et qu'elle ait pu être très méfiante vis-à-vis des hommes. Quoi qu'il en soit, sa virginité est avant tout politique, parce que c'est ce qui lui permet, sur le plan international, de solliciter les faveurs, les alliances des uns et des autres tout au long de son règne. Et cette stratégie sera payante et témoigne de sa grande intelligence. Élisabeth a gardé son surnom de reine vierge. Célibataire, elle choisit finalement d'être souveraine avant d'être femme, ce qui ne veut pas dire que l'amour était absent de sa vie. On sait qu'elle a eu des favoris et des romances, notamment avec Robert Dudley, son ami d'enfance. Ils s'aiment tous les deux, mais Élisabeth ne voudra jamais l'épouser, et quand lui décidera de se marier avec une autre femme, elle deviendra folle de rage, très jalouse, alors même qu'elle ne veut pas se marier. Et ça, on le sait grâce à des témoignages de l'époque. C'est là qu'on voit une personnalité colérique, possessive et en même temps intransigeante, parce qu'elle ne cède pas alors qu'elle est amoureuse. On peut aussi mentionner son dernier favori quand elle est plus âgée, Robert d'Évreux, encore un Robert, qu'elle sera contrainte de faire exécuter pour des raisons politiques, et les témoignages de l'époque expliqueront qu'elle entrera dans une sorte de mélancolie qu'on appellerait aujourd'hui de la dépression, dont elle ne se remettra jamais. On voit donc qu'elle connaît des histoires d'amour, platoniques ou non, on ne sait pas. Ce qui est sûr, c'est qu'elle privilégie toujours son rôle de reine, parfois au détriment de ses envies de femme, et ça, c'est très important.
Peu de monarques ont connu une telle popularité, elle était très aimée du peuple et elle a su en jouer. Elle savait parfaitement se mettre en scène, ce qui pour l'époque était assez inédit, hein. Aujourd'hui, on est habitué à ce qu'on appelle la communication politique, mais à l'époque, ça n'existe pas, et Élisabeth va être un des premiers souverains à comprendre l'importance de se mettre en avant en tant que monarque. Elle dépensait des sommes folles en vêtements, en bijoux, elle voulait toujours être vue dans un cadre somptueux, etc. Mais encore une fois, c'était pas forcément pour se faire plaisir, c'était avant tout pour montrer la grandeur de la cour d'Angleterre au reste du monde et aussi pour asseoir son autorité auprès des membres de son gouvernement. Je vous rappelle que c'est une femme et que son autorité ne va pas de soi, malgré sa légitimité. Elle organise des fêtes somptueuses qui marquent son règne. Comme on l'a vu au début, c'est l'âge d'or de l'humanisme en Angleterre à cette époque, il y a une véritable passion pour l'Antiquité et Élisabeth soutient énormément les arts et les lettres. Ce n'est donc pas par hasard si c'est sous son règne qu'apparaît un certain William Shakespeare. Son règne est d'une richesse culturelle extraordinaire, richesse architecturale, picturale, qui n'est certes pas comparable à l'Italie de cette époque, mais qui est quand même très belle. C'est aussi une période de révolution économique, c'est l'âge d'or des grandes découvertes, de la cartographie, on parle même d'empire britannique à ce moment-là. On découvre la Virginie, appelée ainsi en l'honneur de la reine vierge. Il y a un événement marquant qui va accroître sa popularité et sa puissance, c'est la guerre avec l'Espagne, et là on va s'y arrêter quelques minutes. L'Angleterre est en guerre avec l'Espagne de Philippe II, alors pour plein de raisons, religieuses, dynastiques, commerciales, etc., que ce soit sur la terre ou sur la mer. À cette époque, l'Espagne est la première puissance européenne et aussi la plus grande puissance maritime. L'Angleterre n'est pas en reste non plus, puisque c'est aussi une des plus grandes puissances et elle possède une flotte importante avec une marine moderne et très bien armée. L'Espagne décide d'envahir l'Angleterre en 1588, tranquille, et donc elle prépare une flotte conséquente pour attaquer les côtes anglaises. Élisabeth, elle va participer activement à la défense de son pays et elle va prononcer un de ses plus célèbres discours devant ses troupes, je cite « Je n'ignore pas que j'ai le corps d'une faible femme, mais je possède le cœur et l'estomac d'un roi d'Angleterre. Et je mets en garde le duc de Parme, l'Espagne et tout autre prince d'Europe qui oserait envahir mon royaume. Plutôt que de souffrir le déshonneur, je prendrai moi-même les armes. Je serai moi-même votre général, votre juge, et je récompenserai votre vertu sur le champ de bataille. Je sais que déjà par votre ardeur, vous avez mérité des récompenses et des couronnes. Nous vous en donnons notre parole de prince, vous les recevrez. » Alors là, avec ce discours, on voit bien ici la posture de chef de guerre qu'elle prend et le talent aussi qu'elle a pour la communication politique, entre guillemets, comme on l'a vu plus tôt. Elle sait parfaitement se mettre en avant à ce moment-là et ça fonctionne très bien, puisque les Anglais veulent se battre pour leur reine. C'est l'une des batailles navales les plus célèbres, si ce n'est la plus célèbre, qui se déroule en 1588. L'invincible armada espagnole met donc le cap en direction de l'Angleterre et bon, les choses ne vont pas bien se passer du tout pour l'Espagne qui se fait complètement malmener par les Anglais. Seuls 66 navires sur 130 reviendront en Espagne et c'est une victoire totale pour l'Angleterre d'Élisabeth et l'Espagne est humiliée. Les Anglais voient en cette victoire un miracle de Dieu pour sauver leur reine. Cette défaite de l'armada espagnole est un succès très important pour la reine Élisabeth et c'est pour ça que je prends le temps d'en parler parce que cette victoire elle résonnera dans toutes les cours d'Europe et tous les souverains de l'époque reconnaîtront sa grande puissance et la redouteront aussi. Elle règne pendant longtemps, 45 ans, ce qui est très long pour l'époque. Elle commence à se faire vieille, tous ses plus proches conseillers décèdent, elle fait exécuter son dernier favori, Robert d'Évreux, comme on l'a vu plus tôt, ce qui la plonge dans une profonde dépression. Et malgré tout, à 67 ans, elle prononce un discours magnifique devant le Parlement le 30 novembre 1601, que l'on appelle le Golden Speech, que vous pouvez retrouver sur Internet si ça vous intéresse, où elle explique la situation politique de son pays avec une grande lucidité, une grande intelligence, et où elle fera une superbe déclaration d'amour à son pays et à ses sujets. Elle décède le 24 mars 1603 à 69 ans, sans enfant, et avec elle s'éteint donc la dynastie des Tudors.
Elle devient un véritable emblème de la monarchie anglaise, à tel point que les Anglais considèrent encore aujourd'hui le règne d'Élisabeth comme l'âge d'or de l'Angleterre. Voilà, j'en ai fini avec cette présentation d'Élisabeth Ier et cette première partie. On aurait pu encore dire 1000 choses sur elle et son règne, mais je pense que c'est suffisant pour comprendre sa personnalité et dresser un portrait d'elle. Alors maintenant, avec tous ces éléments en notre possession, je vais vous expliquer dans la seconde partie de cette vidéo l'arcane de tarot que je lui ai attribué et pourquoi, et à la fin je vous proposerai un tirage pour voir quelles leçons on peut tirer de son histoire pour s'en inspirer aujourd'hui dans nos vies. C'est parti. Alors j'ai choisi pour la représenter la reine d'épée. Alors pas du tout parce que c'est une femme et une reine, hein, ça fait un peu cliché comme ça, mais je parle vraiment en termes d'énergie. Et pour moi, Élisabeth Ier, elle correspond complètement à cette énergie de la reine d'épée pour plusieurs raisons, je vais vous expliquer. D'abord parce qu'elle est extrêmement intelligente et fin stratège, on l'a vu dans la première partie, Élisabeth, elle est décrite par l'un de ses enseignants comme une des femmes les plus cultivées de sa génération. Et dans le tarot, la reine d'épée, c'est une figure brillante et déterminée. Elle maîtrise sa suite, c'est-à-dire qu'elle maîtrise la suite des épées, liée entre autres au mental et à l'intellect. Et donc la reine d'épée, elle surpasse les autres par son intelligence, sauf peut-être le roi d'épée. Et pour moi, elle correspond vraiment à cette énergie-là, hein. On l'a vu, Élisabeth Ier, c'est une femme extrêmement brillante et intelligente. Donc là, je vous montre la reine d'épée du Jean Noblet tarot, donc qui est un tarot de Marseille que j'aime beaucoup. Voilà pour ça. Et aussi parce qu'on associe la suite des épées dans le tarot à la communication et on a vu que c'était une excellente communicante, une pionnière en quelque sorte de ce qu'on appelle aujourd'hui la communication politique entre guillemets. Donc déjà, première raison. Alors deuxième raison qui fait que j'associe Élisabeth Ier à la reine d'épée, c'est une citation que j'ai trouvée dans le livre Le Grand Guide du Tarot de Lise Dean que j'aime beaucoup. Et elle dit de la reine d'épée, je cite, « Elle a beaucoup d'expérience de la vie et elle a surmonté des obstacles dans sa jeunesse. » Et ça, je trouve que ça correspond tout à fait à l'enfance et à l'adolescence difficile qu'elle a vécue, marquée par beaucoup de décès de son entourage, hein, comme on l'a vu, dès son plus jeune âge, et ces traumatismes hein, qui ont en partie fait d'elle l'adulte qu'elle est devenue par la suite. Donc pour moi, il y a vraiment cette notion de bagage avec la reine d'épée, de personne qui se débrouille seule et gère seule. Et ça, on le retrouve tout à fait dans le parcours d'Élisabeth, hein, qui choisit de gouverner seule en se faisant appeler aux yeux du monde de l'époque la reine vierge. Et là, je peux vous montrer l'illustration de la reine d'épée façon Rider-Waite-Smith. Donc dans le Radiant Wise Spirit Tarot qui est là, que j'aime beaucoup aussi. Voilà pour ça. Et d'ailleurs, autre point qui fait que je lui ai attribué cette carte de tarot, c'est qu'on associe traditionnellement la reine d'épée au signe de la Vierge et Élisabeth à son soleil en Vierge, comme je vous le disais au début de la vidéo. Donc je trouvais que vraiment elle incarnait parfaitement cette énergie de la reine d'épée. Je peux vous montrer cette illustration de la reine d'épée beaucoup plus artistique, qui est du Prisma Vision Tarot, que j'aime beaucoup aussi, dans une vision, une perspective très contemporaine. Voilà, si ça vous intéresse. Alors pourquoi je lui ai attribué la reine d'épée et pas le roi? Parce que j'aurais pu aussi lui associer le roi d'épée, et je trouve qu'il y a beaucoup de similitudes, il y a beaucoup de moments dans sa vie où justement elle incarne le roi d'épée. Mais si j'ai choisi la reine d'épée, c'est parce que, à mon sens, elle manque, entre guillemets, d'intelligence émotionnelle, à l'inverse du roi d'épée qui comprend mieux ses émotions et celles des autres. Pour la reine d'épée, c'est un petit peu plus compliqué.
Elle peut se montrer très rigide, colérique, elle a du mal à se laisser traverser par ses émotions. On l'a vu, hein, Elisabeth, elle a des accès de colère, elle a de grandes exigences et elle refusera toute sa vie de se marier alors qu'elle est amoureuse, etc. Et je trouve que ça correspond parfaitement à l'aspect un petit peu plus nuancé de la reine d'épée. Alors que pour moi, même si le roi d'épée n'est pas très démonstratif avec les autres, il comprend un peu mieux son monde intérieur. Et dernière raison qui fait que je lui ai attribué la reine d'épée, c'est quand j'ai vu la reine d'épée du Dark Mansion Tarot, qui est, je pense, mon jeu préféré. Je vous le montre juste ici. Honnêtement, ça m'a fait tout de suite penser à Elisabeth Ière. Regardez comme elle se ressemble. Alors, en plus âgée, je vous rappelle que Elisabeth Ière ne voulait pas qu'on la peigne avec des traits de femme mûre. Et donc, les peintres de l'époque l'ont rajeunie dans tous ses portraits. Vous ne trouverez pas de portrait d'elle vraiment âgée, en tout cas telle qu'elle l'était. Elle avait une vision de son image très exigeante. Voilà, ça colle parfaitement à l'énergie de la reine d'épée. Mais je pense que si on l'avait peint telle qu'elle était à l'époque, je suis sûre qu'elle ressemblerait à ça. Et donc, ça m'a fait vraiment penser à cette énergie-là de la reine d'épée. Et je peux vous montrer également le roi d'épée du Dark Mansion Tarot, qui est magnifique également. Voilà. Quel jeu je peux vous montrer encore? Alors, ça, c'est dans le tarot du Seigneur des Anneaux. La Dame d'épée, c'est Éowyn du Rohan, un autre personnage que j'aime beaucoup. Donc là, c'est un petit peu plus pop culture. Donc, ils l'ont représentée comme ça, la Reine d'épée. Et également, voici la Reine d'épée dans le tarot noir, que j'aime également beaucoup, qui est un petit peu plus ambiance médiévale, je trouve, et ça lui correspond aussi très bien. Voilà en quoi j'attribue l'arcane de la Reine d'épée à Elisabeth Ière. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à me le partager en commentaire, je serais vraiment curieuse de voir quel arcane vous lui avez associé. Alors maintenant, je vous propose de passer à la proposition de tirage que vous pourrez faire après avec votre propre tarot. Et on va essayer de voir quelles leçons on peut tirer du parcours d'Elisabeth pour nous servir aujourd'hui. Alors, j'ai un tirage en 4 cartes. Première carte, je vais la mettre ici. En quoi mes expériences passées influencent-elles sur la personne que je suis aujourd'hui? Donc ça, c'est pour la première carte. Deuxième carte, quelles forces sont nées de mon passé? Troisième carte, comment apaiser ma colère? Et enfin, dernière carte, comment laisser mes émotions difficiles me traverser au mieux? Voilà, donc 4 cartes simples. Vous pourrez le faire juste après avec votre propre jeu. Eh bien écoutez, voilà, j'ai fait le tour de ce premier épisode d'Histo Tarot. Je remets la Reine d'épée parce que je la trouve vraiment magnifique. C'est la fin de ce premier épisode. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker, vous abonner et partager si vous le souhaitez. Et quant à moi, je vous retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!